Florian Grill, le président de la Fédération française de rugby, est notre invité. Bonjour Florian. Bonjour Pierre. Je me permets, je vous trouve un peu pâle. Oui. Mauvais été ? Pas de plage ? Une grosse activité pendant l'été pour préparer cette Coupe du Monde et puis prendre en main la fédération. Je suis élu depuis un peu plus de 2 mois. Stressé, éreinté, hâte ? Non, enthousiaste, déterminé, motivé. Revenons sur quelques chiffres qui m'ont particulièrement intéressé. 2,6 millions de billets vendus. Tout est vendu ? Oui, il y a toujours la plateforme de revente sur laquelle on peut retrouver des billets, parce que certaines personnes ont acheté des billets et peuvent vouloir les remettre en vente, mais globalement, les billets sont vendus. Par contre, il reste quelques hospitalités, et donc j'engage notamment les entreprises à ne pas hésiter à acheter des hospitalités de la Coupe du Monde. Des places à 10 €. Nous sommes à l'extrême opposé du mondial au Qatar et même des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce que je pense que cette Coupe du Monde, il y a un enjeu sociétal également. Et donc, elle est très attentive à son bilan carbone, elle est très attentive à des sujets sociétaux d'inclusion, elle est très attentive aussi à ce qu'il y ait une billetterie sociale. Et je pense que ça fait partie des éléments de réussite de cette Coupe du Monde. 600 000 visiteurs étrangers attendus. Pas de hooligans, rien à craindre, la sécurité. J'étais il y a quelques semaines à Saint-Étienne où il y a régulièrement des matchs de foot et en fait j'ai visité les forces de sécurité et ils m'ont dit mais c'est incroyable les matchs de rugby, on a enlevé les barrières de protection entre les supporters et c'est une ambiance qui est très familiale, très décontractée. Je pense que le rugby a les moyens d'être comme ça, c'est les valeurs du rugby. Vous venez de parler des entreprises, 25 000 entreprises seront présentes. Que pèse le chiffre d'affaires de l'hospitality des entreprises, enfin de l'hospitality versus les droits télé, la billetterie ? L'hospitalité, c'est à peu près un peu moins de 300 millions et donc c'est à peu près un tiers du budget de cette Coupe du Monde. Et c'est plutôt également réparti, un tiers hospitality, un tiers droits télé, un tiers billetterie ? Oui, ça va être l'ordre de grandeur, ça dépend comment les hospitalités se terminent. Les hospitalités vont un petit peu dépendre quand même du parcours des Anglais et des Français, puisque dans la dernière ligne droite, jusqu'à la dernière ligne droite, on peut vendre des hospitalités et donc si les parcours sont bons, les hospitalités sont au rendez-vous. Net Fédération, que doit représenter les recettes pour la Fédération française de rugby ? Alors, on est un peu loin des annonces extraordinaires qu'avait fait Claude Hatché, qui était l'ancien directeur général de France 2023. C'est quoi, 200 millions ? Il avait annoncé 200 millions d'euros de profit. On aura un héritage qui est peut-être aux alentours de 30-40 millions, ce qui est déjà un bel héritage, c'est un événement qui est rentable. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'héritage financier, il y a un héritage immatériel. Par exemple, France 2023 a lancé un fonds de dotation qui s'appelle Rugby au cœur, avec cette dimension sociétale qui m'est chère. Et ça fait partie des choses qu'on va récupérer. On va récupérer de la data, on va récupérer des bases de données de supporters, on va récupérer des bénévoles aussi qui se sont intéressés à l'événement France 2023 et qu'on est ravis d'accueillir dans nos 1950 clubs de rugby. Et justement, comment avez-vous mobilisé ces bénévoles dans le maillage territorial du rugby français ? Le maillage territorial du rugby français, il gagnerait à être mieux couvert sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a une forme très localisé ? Alors, il y a un potentiel, on va le dire comme ça, il y a du rugby partout, mais il y a un vrai potentiel de développement dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, en Bretagne, dans le Grand Est, même en Île-de-France, dans le Pays de la Loire où j'étais la semaine dernière. Là, il y a un gros potentiel de développement et c'est un enjeu parce que le rugby, c'est pas juste un enjeu sportif, c'est un enjeu éducatif. Je pense qu'on apprend le respect, la loyauté, la solidarité et c'est un enjeu citoyen aussi. Les clubs de rugby sont des acteurs de citoyenneté locale. La Coupe du Monde, vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça représente ? Un rêve d'enfant. Oui, parce que vous êtes un jeune puciste qui a démarré le rugby très très jeune. Voilà. Et vous avez grandi avec le mythe de ces héros des 15 de France qui se sont succédés. Mais qu'est-ce que ça représente à titre personnel ? D'abord une émotion incroyable, c'est fou d'être président de la fédération et de devenir président de la fédération à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby et avec la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques juste derrière où il y aura le rugby à 7 également, donc j'arrive dans des conditions assez exceptionnelles et donc c'est énormément d'émotions et puis un enjeu, moi ce qui me fait vibrer au-delà de la dimension sportive, c'est que cette Coupe du Monde elle donne la possibilité de faire nation, c'est-à-dire qu'on sent bien que on a un pays où il y a quand même un manque de sourire et on sent bien qu'autour de l'équipe de France, il y a la possibilité pour le pays dans son ensemble de retrouver le sourire. Et si on additionne cette dimension nationale avec la dimension locale, le boulot que font les clubs au quotidien, parce que les clubs, on ne le dit pas assez, mais ils font du rugby santé pour les femmes en rémission du cancer du sein, ils font du rugby adapté pour des gamins en situation de handicap, ils vont dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de ville, où les institutions ont plus de mal à aller. En fait, on fait nation à un niveau local et on a la capacité avec l'équipe de France à faire nation à un niveau national, voire international. Alors, sans rentrer sur une partie très technique, on ne va pas parler des performances athlétiques de nos bleus. Vous les avez... Du moment qu'on ne parle pas des miennes, c'est parfait. Voilà. Vous avez rencontré les joueurs du 15 de France, dont la liste a été révélée très récemment. Comment sont-ils et comment s'approprient-ils ce défi ?
patriotique? Je les sens, les joueurs et le staff, parce que ça forme un tout. Il y a un staff de 28 personnes. Je les sens complètement habités par la Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont en mission. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de leur mettre de pression. Ils se la mettent tout seuls. Je pense qu'ils ont compris à quel point ils pouvaient emporter tout le pays derrière eux. Fabien Galtier est totalement dans sa bulle, pour le coup. Il vit ça de l'intérieur, l'équipe qui l'entoure. On parle beaucoup de la haute intensité de l'équipe de France. On a aussi la haute technicité de ce staff on a mis des moyens jamais atteints pour ça, mais c'est normal. Il fallait le faire. On a une Coupe du Monde en France. Voilà, ça n'arrive pas tous les ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'on n'en reverra pas d'autres de notre vivant. Et donc, c'est très important de réussir ça. Et ils sont habités. Alors justement, la Coupe du Monde, c'est peut-être une fois dans sa vie, mais vous avez, vous, la responsabilité d'une fédération. En devenant président, vous avez aussi hérité des dettes. Le déficit d'exploitation, c'est quoi? C'est 13 millions d'euros, 15 millions d'euros, 20 millions d'euros? Bon, le lendemain de l'élection, il y a un budget prévisionnel pour la saison 23-24 qui avait été établi par la précédente gouvernance, qui parlait d'un déficit d'exploitation de 9 millions d'euros pour la saison à venir. Une semaine après, il montait à 13 millions d'euros. Et compte tenu de ce qu'on découvre aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 20 millions d'euros. Pour autant, il y a quand même des choses très positives dans cette fédération. Il y a des équipes formidables. Moi, je suis été très impressionné par la qualité des équipes, leur détermination et leur motivation. Ils sont là pour l'institution. Je suis très content qu'on ait réussi à apaiser politiquement cette fédération, parce que le monde nous aurait très mal jugés à l'aube d'une Coupe du Monde si on avait été à feu et à sang. Et puis, on travaille, nous, à notre vision d'une fédération à mission, avec ce rôle sociétal et citoyen, et à la relance du rugby par la base. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de combler notamment ce déficit d'exploitation? J'ai cru comprendre que vous aviez fait rentrer un fonds d'investissement dans la société du tournoi Destination. Alors ça, c'est pas nous. Il y a un fonds d'investissement qui est rentré dans le Destination, qui s'appelle CVC, qui a pris une participation de l'ordre de 15% dans le tournoi Destination, et qui effectivement apporte des recettes exceptionnelles qui viennent couvrir une partie du déficit. Voilà. Donc ça, c'est la situation concernant CVC. Moi, je vais plutôt aller chercher des solutions qui ne sont pas des solutions qui consistent à vendre les bijoux de famille, mais des solutions qui consistent à créer des nouveaux business et de nouvelles activités pérennes et rentables pour la fédération. Donc, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs pistes pour nous permettre de redresser un petit peu la barre, parce que c'est sûr que 20 millions d'euros de déficit, c'est pas la meilleure nouvelle pour le rugby français, même si il y a des choses qui se passent bien. Comment trouver de nouvelles sources de revenus typiquement, aujourd'hui, le modèle du rugby, il est très centré sur les droits télé et les recettes marketing. Et donc, on parle de visibilité. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour du mécénat. Il y a un vrai enjeu autour de la fédération à mission que je décrivais, avec ces sections sur 1950 clubs aujourd'hui. Je voudrais qu'on ait demain 100 sections de rugby santé, 100 sections de rugby adapté. 400 clubs qui investissent dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les zones de revitalisation rurale, qu'on fasse des job dating. Sur ces sujets-là, si l'État, si les collectivités nous font confiance, il y a vraiment moyen d'aller chercher de l'argent public pour jouer le rôle d'entreprise à mission que nous sommes. Et puis, il y a moyen aussi d'attirer des mécènes qui vont trouver du sens à ça. Et moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que quand on donne du sens à ce qu'on fait, on performe mieux, que les deux ne sont pas du tout incompatibles. Et donc, c'est ma croyance absolue, et c'est ce qu'on essaie de faire. Vous pensez à des marques en particulier? Vous avez déjà un maillage fort avec un pool de partenaires. Tous les partenaires qu'on a aujourd'hui, je suis en train de les voir les uns derrière les autres, en leur disant, écoutez, voilà, vous avez la visibilité, vous allez être sur le maillot, sur le dos de maillot, sur le short de l'équipe de France, c'est très bien. Mais essayons de donner du sens. Il y a des attendus. On peut même le faire à l'international. Je vais donner un exemple. J'ai découvert en arrivant à la Fédé un petit contrat avec l'AFD, l'Agence française de développement, pour faire du développement du rugby sur le continent africain. Donc j'ai immédiatement pris contact avec l'AFD en leur disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller beaucoup plus loin? Est-ce qu'on ne pourrait pas être très ambitieux, construire quelque chose qui inclurait des grands partenaires, des grandes sociétés industrielles qui ont des enjeux sur le continent africain? On parle de 40% de la population mondiale à horizon 2050, qui auraient des grands enjeux. L'Agence française de développement et la Fédération française de rugby, et utiliser le rugby à la fois un petit peu comme du soft power, mais aussi pour aller toucher les populations féminines, parce qu'on peut développer du féminin avec le rugby à 7, toucher des enjeux de nutrition, des enjeux de santé. Sur un continent comme l'Afrique, il y a à faire, et il y a des moyens et des ressources à aller chercher pour ça. Vous parlez des féminines. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour vous? C'est un enjeu majeur. On a déjà beaucoup grandi sur le féminin. On est passé de 8% de nos licenciés à 12%, donc 50% d'augmentation.
Mais tout reste à faire. Et ça, il y a des enjeux considérables. Déjà sur les installations, moi je le dis aux collectivités, il faut prévoir des vestiaires pour les féminines, parce qu'on ne les met pas dans les mêmes vestiaires que les garçons. On a besoin de développer la pratique, on a besoin de mieux mailler le territoire, parce que les 1950 clubs de rugby aujourd'hui ne proposent pas tous du féminin. Or, la proximité, c'est le premier critère de la pratique. Les filles font aujourd'hui des kilomètres que les garçons ne font pas. Donc ça se développe, on commence à remplir des stades avec les équipes de France féminines, mais il faut aussi que ça se développe par la base, et ça passe par les installations, la féminisation des dirigeantes, des éducatrices, des arbitres. Il y a un énorme travail à faire, et oui, c'est une nouvelle frontière absolument prioritaire. Et est-ce que vous avez observé que possiblement, des sponsors pouvaient s'intéresser précisément au rugby féminin? Je pense que les sponsors aujourd'hui ont besoin qu'on ait les deux. C'est-à-dire que si on n'est que dans le rugby masculin et qu'on n'est pas en même temps dans le rugby féminin, je pense qu'on ne répond pas complètement à la demande. Si on n'est que dans la visibilité marketing et qu'on n'est pas aussi dans le sens, je pense qu'on ne répond pas à la demande non plus. Je pense qu'il faut qu'on se projette un petit peu plus loin. Nous, on vise 100 000 licenciées féminines à terme, 70 000 joueuses, 30 000 dirigeantes, éducatrices, arbitres. Combien de licenciés? 350 000. 350 000. Voilà, il faut vraiment qu'on augmente la part féminine. Alors justement, vous parlez du nombre de licenciés. Oui. Vous arrivez en 10e position sur le ranking français. Et pourtant, vous êtes le sport médiatisé en 2e position. Pourquoi ce différentiel? C'est le problème, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis battu. Moi, je pense qu'on n'investissait pas suffisamment dans les territoires, dans le local. On va augmenter de 50% malgré le déficit budgétaire, les ressources pour les ligues régionales, pour les comités départementaux, parce que le développement de rugby ne se fait pas depuis le Centre national du rugby à Marcoussis, à côté de Paris, mais se fait localement sur les territoires. On n'investit pas non plus suffisamment dans le scolaire. Le rugby a disparu du monde scolaire. Alors que c'était l'un des sports universitaires les plus universitaires, mais aussi dans le primaire. Oui. Alors qu'on a aujourd'hui une pratique qui est formidable, qui s'appelle le rugby à 5, qui est un rugby sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, qui se joue formidablement bien en mixité. Et les professeurs des écoles, c'est ce qu'ils attendent. Parce qu'ils ont besoin, j'adore mes amis du foot, mais quand les garçons et les filles jouent ensemble au foot, les garçons peuvent avoir tendance à s'imposer physiquement. Quand on fait du rugby à 5, on est obligé de faire la passe à la personne qui est à côté de soi. Et donc c'est une pratique qui est naturellement mixte et qui est très appréciée par les professeurs des écoles, parce qu'on peut jouer dans un gymnase, on peut jouer dans une cour d'école, mais surtout ça embarque toute la classe. Est-ce que la France participe au développement du rugby à l'international, et notamment dans des pays où le rugby n'est pas si populaire? C'est mon projet avec l'Agence française de développement, avec quelques grands industriels qui pourraient y trouver un intérêt. Aujourd'hui, l'argent qui est mis par World Rugby pour développer le rugby dans le monde, le rugby reste un sport qui est pas suffisamment mondialisé, qui est assez localisé sur une dizaine de pays, et puis après, les autres pays sont un peu plus en retrait. Donc j'ai déjà rencontré le président de Rugby Afrique, j'ai rencontré le président de Rugby Europe. On est en train de travailler avec eux au développement du rugby sur l'ensemble de ces territoires, parce qu'il y a un potentiel, et on le fera en coordination avec World Rugby, mais pour ça, il faut que je trouve des ressources additionnelles qui viendraient, pourquoi pas de l'AFD, pourquoi pas de quelques grands industriels, et s'il y en a qui veulent nous appeler, ils sont bienvenus. Est-ce que vous aurez le temps de tous ces projets? Parce que vous êtes élu pour 18 mois, oui. Ce qui veut dire que dans 18 mois, vous passez de nouveau devant l'élection, le suffrage, les suffrages. D'ailleurs, petite question au passage, Bernard Laporte a-t-il le droit de se présenter? Oui, on a le droit de se présenter à condition de ne pas faire plus de 2 mandats pleins. Donc Bernard Laporte n'a pas fait 2 mandats pleins, donc potentiellement, il pourrait tout à fait se représenter. Écoutez, nous, on l'a emporté alors qu'on n'était pas en place, qui est toujours quand même la position de challenger pas simple, avec un score très élevé de 58,5%. Il me semble que nous, on a un projet sur 8 à 10 ans, c'est-à-dire le mandat en cours, les 18 mois qui restent, plus 2 mandats derrière, et je pense qu'on est en bonne position pour le continuer pendant 10 ans. Donc vous êtes très confiant? Vous savez, je suis un sportif. Si vous êtes parti sur 8 à 10 ans, si vous êtes confiant. Oui, mais surtout, je pense qu'on a un projet qui mérite cette durée-là et cette visibilité-là, parce que c'est un projet qui engage structurellement une transformation de la fédération. On veut que dans les statuts, on devienne fédération à mission. On veut assumer ce rôle éducatif. Fédération à mission ? C'est d'assumer. On regarde trop le sport, et en France d'ailleurs, le sport est un peu quantité trop négligeable. On regarde trop uniquement le volet sportif. Mais nous, notre rôle va bien au-delà. C'est le rôle éducatif, on aide. Il y a besoin de développer l'éducation des enfants, il y a besoin d'inculquer des valeurs de respect, ces valeurs de solidarité. Donc ce rôle-là, il est essentiel.
Est-ce qu'on est reconnu pour ce rôle-là? Pas assez. Moi, je trouve qu'on le fait un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire à peine sans le savoir. Et on a ce rôle citoyen que je décrivais. Où sont les endroits aujourd'hui où on crée du lien? La société s'est longtemps organisée autour de clochers. Aujourd'hui, elle s'organise beaucoup plus autour de clubs de sport. Et le club de rugby en particulier. On est vraiment un endroit de lien social majeur. Moi, je trouve que le pays meurt un petit peu de l'absence de lien. Et nous, on maille le territoire, y compris dans le plus petit village de France, où on est essentiel. Et on a besoin de ce maillage, on a besoin de cette proximité. Et la société, pour moi, a besoin du rugby. Après, je suis un idéaliste. C'est bien, c'est parfait. Je vous ai cité Bernard Lapotte, j'ai juste une mini-question. Vous l'avez invité au match inaugural ou sur la Coupe du Monde? Alors moi, je suis un entrepreneur raisonnable. Je l'inviterai très volontiers, à condition qu'il ait payé ses dettes. Mais après, il y aura certainement d'autres personnes qui l'inviteront. Et de quelle dette? Bon, il y a des frais d'avocat qui ont été réglés par la fédération, et je considère que le préalable, c'est de régler les frais d'avocat. Mais il sera certainement invité, peut-être par France 2023 ou par d'autres. Et je l'inviterai volontiers si les dettes sont réglées. Florian Grill, quand vous étiez jeune rugbyman, et vous l'êtes toujours, et que vous lisiez à longueur de revue de presse la manière dont on qualifiait le rugby, c'est-à-dire prison, favoritisme, pacte secret, est-ce que vous aviez mal à votre rugby? Oui, j'aime pas dire du mal des gens du rugby parce que ça fait mal au rugby. C'était une formule d'un de mes très grands amis dans le rugby qui était Pierre Camus, qui a été président de la Fédération française de rugby. Après, oui, bien sûr, ça m'a fait mal parce que je pense que la réalité des clubs du quotidien, la réalité des bénévoles du quotidien, et j'ai sillonné la France pendant 6 ans pour aller à leur rencontre et pour bâtir ce projet sociétal en plus d'un projet sportif, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui donnent sans compter, il y a des gens qui sont corps et âme pour le rugby, il y a des gens qui pensent plus au rugby qu'à leur vie personnelle, qui se sacrifient et en même temps qui accompagnent des parcours de vie et qui en retirent énormément. Donc oui, ça m'a fait un petit peu mal qu'on ait parlé plus d'affaires que de rugby, mais là je suis très content parce que cette fédération est apaisée, et elle est apaisée dans une logique vraiment consensuelle où tous les courants sont représentés et où ça se passe très bien. Et c'était indigne d'une nation de grands rugbyman. Oui, c'était indigne et surtout c'était pas rendre service à l'équipe de France parce que notre devoir numéro 1 c'était de créer les conditions pour que l'équipe de France arrive à cette Coupe du Monde avec un climat totalement apaisé et qu'on puisse se concentrer sur nos bleus et pas sur les affaires. Alors justement, il y a un bleu qu'on va recevoir dans l'émission, moi j'en suis absolument ravi parce que c'est à la fois un exemple de reconversion réussie et le modèle d'un champion abouti. On va recevoir tout de suite Franck Ménel.